Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 4 décembre. La société civile du Nord Kivu s'est réjouie du retrait de la force régionale. Vous le savez, c'est depuis hier dimanche que les troupes du bloc de l'Est ont commencé à quitter la RDC. À la une également, la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, vend debout contre le silence du monde et de la communauté internationale qui reste muée face à la destruction de l'écosystème du parc Virunga, pourtant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir à tous. D'abord, cette information. 10 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'une attaque des miliciens Codeco à Kwero, un village situé à la limite entre les territoires de Djougou et de Mahagi en Ituri dans la nuit de dimanche 3 décembre. Les autorités locales déplorent l'absence des FRDC dans une dizaine de villages, ce qui permet à ces miliciens d'opérer en toute quiétude. Rachel Missinga. Tués dans la nuit de samedi à dimanche 3 décembre par des présumés miliciens de Kadeko à Kwero, un village situé à la limite entre les territoires de Djungu et Mahagi en Ituri. D'après des sources concordantes, les habitants de Kwero et les villages proches des Pinkwa et Zonzo ont été surpris dans leur sommeil par des miliciens. Et ce fut la débandade. Certaines personnes ont réussi à s'échapper, laissant derrière elles tous les biens qui ont été par la suite emportés par des miliciens. Quelques habitants ont été abattus dans leurs maisons, à la machette notamment. Et une acteur politique avance un bilan des 10 morts dont les corps ont été acheminés à Muguma, Ndawe et Kaligwa. Les corps de ces civils, parmi lesquels figure au moins un enfant, ont été inhumés dimanche, indique un habitant. Un notable dans la zone indique que parmi les victimes figurent également plusieurs blessés. Ces miliciens seraient venus d'Agbessé, un village voisin. Ils ont réussi à emporter plusieurs biens dans le marchandises, dans les boutiques, des moutons, de chèvres ainsi que de poules. D'autres habitants ont été pris de force pour transporter les biens volés. Les autorités locales déplorent l'absence des FARDC dans une dizaine de villages lacustres, ce qui permet à ces miliciens d'opérer en toute quiétude. Et puis, je l'annonçais en titre, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a entamé son retrait de la République démocratique du Congo depuis dimanche. Deux groupes d'une centaine de militaires kenyans chacun ont quitté le Nord Kivu où ils ont été déployés il y a un peu plus d'une année pour aider l'armée congolaise à lutter contre les groupes armés dont le AM23. Le départ de cette force réjouit déjà la société civile du Nord Kivu, Francine Moukeba et Patience Lokeke. C'est une histoire d'une organisation régionale qui tourne au fiasco, tant l'ambiguïté a caractérisé le mandat de cette mission que Kinshasa voulait offensive, alors que le leader d'Afrique de l'Est la voulait une mission de dissuasion. Au final, pendant plus d'une année, les contradictions ont presque fait perdre une année à toute la région. La situation est revenue à la case du départ. Le M23 est toujours en face de l'armée congolaise et les combats sont quasi quotidiens. Par la volonté de Kinshasa, la page de cette force régionale se referme, à la satisfaction de la société civile. Nous sommes satisfaits du retrait de la force régionale de l'EAC et nous pensons que le gouvernement doit continuer comme ça à écouter la volonté du peuple. La population de Nord Kivu était contre la présence de la force régionale de l'EAC, d'autant plus qu'elle n'a pas réalisé sa mission. La force est venue pour combattre côte à côte avec les FARDC. Malheureusement, cette force est venue pour cohabiter avec l'ennemi et pour aider l'ennemi à avancer. Mais ce que nous craignons, c'est de voir que depuis le début du retrait de la force régionale à Tongo, ils ont laissé leurs récepteurs radio sur les antennes et nous pensons que c'est continuer toujours à collaborer avec l'ennemi et assister l'ennemi à distance. C'est le contingent kenyan qui a entamé le retrait. D'autres contingents devraient suivre. Il convient à présent de regarder l'avenir proche en face. Là-dessus, la société civile s'en remet aux autorités congolaises. Le gouvernement congolais ne doit pas continuer à tâtonner comme quelqu'un qui vient de se noyer. On n'a pas besoin d'une quelconque force pour combattre l'ennemi de notre République. Nous avons une seule armée, le FARDC, et cette armée doit être bien encadrée. Il faut allouer un budget colossal pour
notre force armée nationale. Après une année de présence en RDC, la force régionale a presque fait l'unanimité contre elle en RDC. Les autorités congolaises ont reproché à cette force sa complaisance face au M23. Au bout de 13 mois de présence en RDC, la force régionale a perdu un seul soldat. Les commandements de cette mission avaient été changés au mois de mai, mais au finish, le changement de personne n'a pas produit un changement politique de cette force. La page de la force régionale d'Afrique de l'Est se tourne donc. La RDC s'apprête également à dire au revoir à la MONUSCO en attendant peut-être le déploiement des forces de la SADC. Au moment où la force d'Afrique de l'Est quitte le pays, c'est un sentiment d'un échec qu'éprouvent ceux qui ont placé beaucoup d'espoir dans cette mission. Le même sentiment est ressenti quant à la MONUSCO, mais qu'est-ce qui explique des échecs à répétition, des forces qui arrivent tambour battant et qui repartent la quai entre les pattes? Nikias Kibel-Bel, expert de questions militaires, explique. Les raisons, vous les avez citées, mais la première raison, c'est la position de Washington. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, depuis 1994, le Rwanda pose des actes criminels sans que la communauté internationale, que ce soit la CPI, que ce soit toutes les cours possibles à travers le monde, ne puissent le poursuivre. C'est-à-dire, il y a des accords, c'est-à-dire, il y a le soutien d'abord des États-Unis, ensuite de la Grande-Bretagne pour le régime Kagame. Oui. Ce soutien-là ne permet pas que les forces envoyées en RD Congo, quelle que soit leur bonne foi, puissent réussir leur mission. Rappelez-vous, le secrétaire général des Nations Unies a dit que l'ennemi en face, dont le M23, avait des armes plus sophistiquées que la MONUSCO. Oui. Rappelez-vous aussi qu'en 2013, la même SADC, à travers la FIB, qui était la force internationale neutre, avait défait le M23. Et que après cela, la même FIB est devenue inopérante et inefficace. Cela signifie que lorsqu'on est dans le système des Nations Unies, dont les plus grands contributeurs se trouvent être les États-Unis, on fait la volonté de Washington. Et même aujourd'hui, le Kenya n'est pas fou. Ils avaient accepté de mener la guerre contre le M23, mais arrivés sur place, ils ont été contraints sous pression de changer de stratégie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, la CPI a abandonné toutes les charges contre le président kenyan. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, là, il y a eu du donnant-donnant. Donc, il faut comprendre tous ces phénomènes pour arriver à analyser les échecs de toutes ces armées sur le territoire congolais. La solution, c'est que la RDC doit monter une armée républicaine et forte pour qu'elle-même d'abord puisse combattre, puisse défendre son pays. C'est vrai que les experts annales de la guerre disent qu'il vaut mieux une guerre avec alliés, mais si les alliés ne sont pas fiables, ce n'est pas possible. Donc il faut une armée de dissuasion pour la RDC, pour nous faire respecter à travers toute la sous-région. Électoral des conseillers communaux qui sera organisé pour la première fois en RDC après les 3 cycles électoraux. Conseiller communal, un concept relativement nouveau pour certains en RDC. Alors, quels sont les rôles que jouent les conseillers communaux? Maître Alphonse Toumba répond avec cette tentative de réponse avec Patience Lokeke. Comme prévu, la campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux en République démocratique du Congo a débuté ce lundi 4 décembre et cela
conformément à l'annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Selon la CENI, cette campagne se déployera exclusivement dans les chefs-lieux de province ainsi que les 24 communes de Kinshasa. Seuls le parti politique, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser des réunions électorales. Interrogé sur le rôle des conseillers municipaux, Maître Alphonse Toumba répond. Le premier rôle, c'est d'élire le bourgmestre et son adjoint sur une liste. Ils élisent aussi le président et le vice-président de l'assemblée locale au niveau de la commune. Au niveau de la commune, le conseiller communal propose un budget, mobilise ce budget et l'exécute. Le conseil communal s'occupe également de la gestion courante des problèmes au niveau communal. Cette campagne, qui a débuté ce lundi 4 décembre, prendra fin le 18 décembre. Il faut signaler que c'est pour la première fois après 3 cycles électoraux que la CENI va organiser ces élections. Et puis, un communiqué qui vient de tomber dans ce journal, je le découvre en même temps que vous. Le Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, a appris par les réseaux sociaux l'existence d'un faux document portant ses attributs graphiques et publiant un prétendu rapport bilan des réalisations phares du premier quinquennat du président de la République qui aurait été rendu public par ses services. Le CPVS, le Conseil présidentiel de veille stratégique, apporte un démenti formel sur l'authenticité de ce document dont le contenu est répandu par des personnes malveillantes. En effet, les publications du Conseil présidentiel de veille stratégique comportent un style connu du public et portent toujours sa signature, ce qui n'est pas le cas de ceux apocryphes postés sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, le Conseil présidentiel de veille stratégique a saisi les services compétents de l'État pour qu'ils identifient le ou les auteurs de cette entreprise criminelle afin qu'ils répondent de leurs actes. Et conformément à la loi faite à Kinshasa le 4 décembre, le communiqué est signé par le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mwamba Tchishimbi. Clément Mouchengezi, directeur de cabinet de la ministre du Portefeuille, a présidé le week-end dernier à Lubumbashi la cérémonie de la pose de la première pierre des travaux de construction du siège social d'un entrepôt de la Congolaise de l'exploitation minière, cominière en sigle. La construction de cet immeuble s'inscrit dans le cadre du programme de relance de la cominière initié par son management et adopté par son conseil d'administration ainsi que ses actionnaires. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali et Giscard Tamba. En exécution des pertinentes recommandations du code et du règlement minier sur ces petits lopins de terre de 100 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur acquis par la Congolaise de l'exploitation minière cominière en sigle, ces fonds propres à Luano City, situé dans la commune annexe à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, il sera érigé un siège social et un entrepôt de logistique et de stockage de la cominière en sigle. Confirmation avec le management de la parapublique. Nous sommes rassemblés à ce jour mémorable pour procéder à la pose de la première pierre du nouvel immeuble de la cominière SA qui abritera bientôt la représentation administrative de la cominière à Lubumbashi. En effet, la construction de cet immeuble s'inscrit dans le cadre du programme de relance de la cominière SA, initié par son management et adopté par le conseil d'administration ainsi que ses actionnaires avec l'accompagnement avisé du conseil supérieur du portefeuille. La construction d'un immeuble moderne participe ainsi à l'ambition de faire de Cominière SA la plaque tournante dans la politique de gestion du projet lithium, en offrant aux agents et cadres, aux partenaires, un cadre digne et accueillant pour le travail.
Depuis sa création qui remonte à 2010, la parapublique est restée pendant 13 ans, jour pour jour, locataire pour ne pas dire SDF, aussi bien que pour son siège social à Kinshasa que pour son bureau de liaison à Lubumbashi. Au mois de mars 2023, la société a pu acquérir des bureaux pour abriter le siège social de la Cominière à Kinshasa. Aujourd'hui, les DG Kibea et les représentants de la princesse Adèle Kainda Maïna sont heureux de participer à la cérémonie de lancement des travaux pour le nouveau siège de Luano City. Son Excellence Madame ministre d'État, ministre portefeuille et la princesse Adèle Kainda Maïna m'a mandaté pour la représenter et parler en son nom lors de cette cérémonie de pose de la première pierre. Elle tient aussi à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé une nouvelle équipe dynamique à la tête de la Cominière, entreprise publique qui s'inscrit dans sa politique de voir ces dernières faire partie des industries minières du XXIe siècle qui peuvent marquer favorablement la transition écologique et numérique dans laquelle le monde est engagé aujourd'hui. Face à des partenaires spéculateurs, Son Excellence Monsieur le Président de la République s'était engagé à mettre la Cominière dans ses droits, à garder son rôle d'opérateur minier comme à l'époque de Congo-État et à conclure des partenariats gagnant-gagnant pour l'intérêt de la communauté locale, de la province et de notre pays, la RDC. Cette politique est implémentée par le gouvernement des Warriors, conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement. Molière disait, le chemin est long du projet à la chose. 4 siècles plus tard, Molière a toujours raison. Il en faut des êtres de bonne volonté pour parcourir le chemin ardu de l'ambition à l'action, du projet à la réalité. Mesdames et messieurs, vous êtes de ceux-là. Je suis donc heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui pour la pose de la première pierre de l'immeuble qui va abriter le siège de la Cominière. Au représentant du directeur général de l'entreprise ayant gagné l'appel d'offres, de délier sa langue. Le projet comprend 3 grandes entités dont 2 bâtiments administratifs et un entrepôt de stockage. Les bâtiments sont élevés sur 2 niveaux chacun, soit R+1. Le premier abrite les bureaux de la direction générale et tous les services y afférents, finances, juridiques, etc. Le deuxième est composé des bureaux annexes et des chambres de passage. L'entrepôt servira à la logistique et au stockage. Après le discours, place à la pose de la première pierre venue de la lointaine Manono, l'un des grands gisements de lithium du monde. Rendez-vous dans 12 mois, soit au mois de décembre 2024, pour l'inauguration. Je l'avais annoncé en titre, la ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba, a dénoncé l'inaction de la communauté internationale dans la protection de l'écosystème du parc de Virunga qui est en proie à l'activisme du groupe rebelle M23. Cette dénonciation avait été faite au panel sur l'initiative internationale de l'approfondissement du droit pour le climat. La ministre a sensibilisé le monde sur le fait que les groupes armés détruisent l'écosystème et la biodiversité de cette aire protégée classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivant à ce propos Eve Bazaiba dans cet extrait qui a été choisi par Dieudonné Boinali. L'année prochaine, ça fera 30 ans depuis que la RDC fait face aux terroristes et à la demande des Nations Unies pour ouvrir les couloirs humanitaires. Tous les génocidaires sont entrés dans notre pays et du coup, la RDC est devenue sanctuaire des groupes incontrôlés qui ont détruit l'environnement, qui ont détruit les écosystèmes. Et même les Nations Unies disent que les terroristes ont des armes performantes, puissantes, plus que l'armée réunie des Nations Unies. Alors là, ça nous dépasse. On a toujours cherché un espace comme ça. Nous l'avons obtenu et l'initiative Aïtoulek, la RDC va s'impliquer. C'est pourquoi nous avons, au nom du gouvernement congolais, remis le tableau qui représente la biodiversité, les lions, qui est le vice-premier ministre de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis, pour avoir porté cette question. Et dans ma délégation, j'ai une suite de sécurité avec un général mis à ma disposition par le ministère de la Défense comme les corps de protection des parcs nationaux de la République. J'ai épinglé aussi que le parc de Virunga, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Comment expliquer que ces parcs deviennent aujourd'hui les sanctuaires des groupes armés incontrôlés
mais qu'on laisse la responsabilité à la RDC seule de faire face. Donc cette initiative, c'est une initiative vraiment louable. Merci. En sport, l'ASV Club a un nouveau président de coordination. Il s'agit de Déo Voidi, président de la section handball du club vert et noir. Il remplace à titre intérimaire Bestine Kazadi qui a été démise de ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire organisée le week-end dernier au centre interdiocésain. Plus de détails avec Blest Kuzola. Avec le Turc. L'Assemblée générale extraordinaire de l'ASV Club tenue ce samedi 2 décembre 2023 au centre interdiocésain de la Sanko à Kinshasa a été le théâtre de changements majeurs au sein de la structure dirigeante de l'équipe. La réunion, motivée par les résultats inquiétants du club, a vu Déo Voidi, président de la section handball, être désigné président ad intérim de la coordination du club, succédant ainsi à Bestine Kazadi. Suite à sa nomination, Déo Voidi s'est exprimé quant à sa vision et ses objectifs au sein du club emblématique de la capitale. Il a souligné l'urgence de résoudre le problème de gestion quotidienne qui entrave la progression du club et a mis l'accent sur la finalisation d'un accord crucial avec une entreprise turque. Mon objectif premier est de régler rapidement le problème de gestion qui perturbe notre équipe au quotidien en priorité. Nous visons également à conclure l'accord avec l'entreprise turque. L'avancement du club est notre priorité absolue, a déclaré Déo Voidi. Pour lui, la décision prise par l'Assemblée générale du club souveraine dans ses choix revêt une importance capitale. Elle vise à résoudre les crises internes existantes et à propulser l'équipe vers un partenariat stratégique avec une entreprise turque dans une dynamique d'évolution et de développement. V Club, suite à cette assemblée, a pris la décision cruciale de s'associer à une entreprise turque pour structurer une entité commune et dynamiser le club. Je vais jouer le rôle de médiateur dans cette transition entre l'association et la signature du contrat avec ses partenaires, a-t-il ajouté. En effet, à l'issue du vote, la présidente Bestine Kazadi, le secrétaire général Patrick Banichai et le trésorier général Julius ont été destitués de leurs fonctions. Déo Voidi et Jean de Dieu Kimpepe ont été désignés pour assurer l'intérim à la présidence et au secrétariat général de l'ASV Club. Toujours en sport, les Léopards, seigneurs dames de la RDC, sont à 90 minutes de se qualifier pour la CAN Maroc 2024. Après le match nul d'un but partout ramené de Malabo en phase aller, les filles congolaises recevront cette fois-ci la Guinée équatoriale en phase retour du dernier tour qualificatif. En conférence de presse d'avant-match ce lundi, le sélectionneur Papi Kimoto s'est montré confiant quant à la qualification des Fauves congolais. Suivez-le dans ce propos recueilli par Blest Kuzola. Non, je ne pense pas qu'elles auront la pression demain. C'est un match très important pour eux d'abord. Tout le monde le sait, bien mieux que moi, que le football féminin est... Bon, moi, j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il y a l'injustice. Donc, elles sont conscientes que demain, s'ils gagnent ce match-là, ou s'ils se qualifient demain, beaucoup de portes vont s'ouvrir pour eux. Donc, ils sont vraiment tellement déterminés et motivés à écrire leur histoire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pression, non. Depuis 4-5 jours qu'on est ensemble, ce sont des filles vraiment gentilles, magnifiques. Ils ont fait un très bon match en Guinée. On a eu ce qu'on voulait, à savoir de ne pas perdre. Et on a réussi à marquer un but très important là-bas. J'espère qu'ils vont finir le travail demain. On est allé à l'inconnu là-bas, on ne connaissait rien, on n'avait pas d'image, pas des infos sur eux. Et on a eu une mi-temps pour voir comment elles développent leur jeu. Et on a vu, on a réagi en deuxième période. Et on a dominé jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pouvait même ramener la victoire ici. Bon. Le match aller, c'est fini. Maintenant, il y a le match retour demain et on est déjà en pleine préparation. Maintenant, on connaît comment on va jouer contre cette équipe-là. C'est une très bonne équipe, expérimentée. Il y a beaucoup de joueurs, 2 ou 4 joueurs qui ont été champions d'Afrique il y a quelques années de cela déjà. Donc, ils ont la culture de ce genre de match par rapport à nous.
Et voilà, demain, on ne sera pas surpris, on sait ce qu'on va faire demain pour arracher la qualification. L'argent ou pas l'argent, motivation ou pas, encouragement des autorités ou pas, ils sont déterminés à marquer leur histoire. Voilà ce que je vois tous les jours avec eux ensemble depuis qu'on a commencé cette préparation de ce match. Donc voilà, moi, je pense que, je crois, Inch'Allah, demain nos filles vont se qualifier en phase finale. Ça serait tellement historique et c'est rare, je pense que c'est pour la première fois entre les filles et nos garçons jouera la CAN. Et à ce moment-là, je vais voir comment nos autorités vont traiter mes filles. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. La Banque africaine de développement accorde 148 millions de dollars à la Commercial International Bank of Egypt pour soutenir les petites et moyennes entreprises et stimuler le commerce africain. Ce financement devrait permettre à la banque de répondre aux besoins en devises de ses clients opérant dans divers secteurs de l'économie nationale. Il devrait également aider l'établissement à se doter de ressources à long terme pour financer les entreprises et renforcer ses capitaux propres. Suivez. Dans le cadre du programme dénommé Montage financier en faveur de la Commercial International Bank of Egypt, CIB, la BAD a octroyé un financement de 148 millions de dollars pour le PME. Ces financements interviennent dans un contexte de pénurie des devises étrangères en Égypte en raison des facteurs macroéconomiques et permettant ainsi à la CIB de répondre aux besoins en devises de ses clients. Ces prêts de la Banque africaine de développement devraient contribuer à attirer les investissements vers l'Égypte, augmentant ainsi le PIB égyptien de 4,3% au cours de l'exercice 2024-2025. Le fonds vise également à étendre les terres publiques dédiées aux investissements dans les énergies renouvelables à 30 000 km² d'ici 2025, tout en améliorant la compétitivité du pays à générer les recettes fiscales et créer des opportunités d'emploi. Rappelons que la BAD avait accordé 2,2 milliards de dollars pour le projet agricole égyptien de dessalement et de traitement de l'eau en mai 2023. Le gouvernement égyptien compte obtenir 300 millions de dollars auprès de la BAD au cours de l'exercice 2023-2024. Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé une initiative visant à déployer une flotte de 100 bus électriques dans son pays. L'initiative vise à réduire l'empreinte carbone du Nigeria en modernisant les systèmes de transport. Suivez. Le président Bola Tinubu a dévoilé le 2 décembre 2023, en présence d'investisseurs du marché carbone, sa vision pour un Nigeria plus vert avec le déploiement de 100 bus électriques. Selon le chef de l'État, il s'agit d'une initiative pionnière visant pour réduire considérablement l'empreinte carbone du Nigeria à partir de la modernisation des systèmes de transport du pays. Nous reconnaissons l'impératif de favoriser un environnement qui non seulement attire les investissements, mais qui respecte également des pratiques industrielles standardisées et durables. En guise de manifestation de notre approche avant-gardiste, nous cherchons activement à mettre en œuvre des politiques et des cadres robustes qui serviront de catalyseurs à la croissance naissante du marché du carbone à l'intérieur de nos frontières nationales. Pour lancer ce plan de transformation, le président nigérian a procédé à la nomination du président exécutif du Federal Inland Revenue Service et du directeur général du Conseil national sur le changement climatique pour co-présider le plan d'activation du marché du carbone du Nigeria. L'objectif est de positionner le Nigeria et l'Afrique comme frontières de la fabrication et de l'industrialisation verte en mettant l'accent sur le gaz naturel comme énergie de transition.
Dans le cadre de mon engagement, j'ai récemment approuvé la création d'un comité intergouvernemental sur les marchés du carbone qui sera présidé par le président exécutif du Federal Inland Revenue Service et le directeur général du Conseil national sur le changement climatique pour conduire ce plan visionnaire. Selon le président Bola Tinubu, cette initiative témoigne de l'engagement du pays en faveur de la gestion de l'environnement, comme l'illustre la collaboration du Nigeria avec l'Africa Carbon Market Initiative. Ce plan visionnaire, d'après le chef d'État, est un guide stratégique qui oriente le Nigeria vers une destination favorable aux investissements sur le marché du carbone. Vous informez, c'est également à travers les différentes publications de la presse parues ce lundi à Kinshasa, place à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications parues ce lundi, nous accueillons ici Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Lunga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. On va déjà commencer avec ce premier titre. Les élections en 2023 auront bel et bien lieu en décembre, annonce la CENI. En effet, Patrick Lunga, c'est la Prospérité qui l'a titré ce lundi matin, élection RDC, allons aux élections. C'est donc par ces mots qu'a dit le président de la CENI. Le journal poursuit en disant, en quelques enclabures de la tenue effective des élections du 20 décembre 2023, l'heure du choix décisif s'approche. Ce week-end, en effet, Denis Kadima Kazadi, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'unique instance qualifiée à organiser les élections en art du Congo, a confirmé une fois de plus ces rendez-vous historiques, car, selon lui, à l'exception de bulletins de vote encore en cours d'impression en Chine, tous les autres matériels, à savoir les urnes, les isoloirs, les encres et autres, sont déjà là et seront déployés vers le bureau de vote. Et si cela sera nécessaire, les avions des FARDC seront mis en contribution pour l'acheminement de kits jusqu'aux confins de l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, les principaux responsables provinciaux de la CENI sont en pleine formation à Kinshasa sur l'utilisation adéquate du DEV, dispositif électoral de vote. Ce sont eux qui, en définitive, seront chargés de transmettre les enseignements et les instructions ainsi reçues aux autres agents électoraux au niveau des centres, des antennes et des bureaux de vote. D'où il n'y a plus rien à craindre ni à céder aux effets toxiques des surenchères, de l'hyperbole politique ou du chantage béate. Par contre, après la campagne, celle-là même qui aura permis, d'une manière ou d'une autre, aux Congolais de se faire une idée de ce que chacun des candidats engagés dans la course à la présidentielle de 2023 pense faire. La République démocratique du Congo, une fois élue, il n'y a plus qu'un seul cri, une seule voix royale, allons aux élections, que le meilleur gagne. Toujours dans la même thématique des élections, Délice Sanga choisit Katumbi. En effet, Patrick Ilunga, le média en parle ce matin. D'abord, Forum des As qui a titré « Ralliement de Sanga, un apport de taille pour Katumbi ». Rarement un profil n'a fait autant d'unanimité auprès de ses compatriotes, toutes loges confondues, comme celui de Délice Sanga. L'annonce hier dimanche 3 décembre du ralliement du leader d'envol à la candidature de Moïse Katumbi après 2 semaines de campagne électorale va bouger à coup sûr le ligne côté opposition. Tant l'apport de Sanga au camp Katumbi va changer la donne sur le terrain à l'approche du 20 décembre. Outre la mesure grise, l'expertise, l'expérience, voilà le profil d'un homme de terrain qui va apporter à Moïse Katumbi
candidat président numéro 3 de la crédibilité, mais aussi lui ouvrir des horizons. Le chairman Katumbi ne devrait plus avoir de soucis à se faire dans l'ouest du pays. Sesanga représente la triptyque projet, idée, crédibilité, sa force de vision contenue dans la refondation du Congo, enthousiasme le Congolais dans leur grande majorité, dans le même ordre d'idées. L'avenir a également titré ce matin Deli Sesanga se rallie à Moïse Katumbi. Après Matata, Kikuni et Diongo, c'est le tour de Deli Sesanga de jeter l'éponge et d'apporter son soutien à la candidature de Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle de décembre prochain. L'homme de la refondation du Congo l'a annoncé ce dimanche 3 décembre à l'issue d'une réunion du bureau politique de son parti en vol. La grande histoire ne nous pardonnera jamais de n'avoir pas donné une chance réelle à l'alternative dans ces moments critiques et face aux évidences. Ainsi, pleinement conscient de mes responsabilités au moment particulier de l'histoire de notre pays, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple, a dit Deli Sesanga. Et ce sera tout pour cette revue qui vous a été présentée par Blest Kozola. Merci Blest. Merci Patrick Elonga. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc profiter pour boucler en même temps ce journal, mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle les deux principaux titres. La société civile du Nord Kivu s'est réjouie du retrait de la force régionale. Vous le savez, c'est depuis hier dimanche que les troupes du bloc de l'Est ont commencé à quitter la RDC. À la une également, la ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, vend debout contre le silence du monde et de la communauté internationale qui reste muet face à la destruction de l'écosystème du parc Virunga, pourtant inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.